La Grasse matinale, spéciale élection municipale, l'interview politique. Bonjour Florence Portier. Bonjour. Alors vous êtes assez connue du paysage politique au sein de la droite française, aujourd'hui le parti Les Républicains, engagé en politique depuis presque 30 ans si je ne me trompe pas. Vous devenez maire de Taverny en 2014, une ville gérée jusque-là par la gauche, donc depuis 1989 si je ne me trompe pas. En 2020, vous êtes réélu au premier tour avec 58,32% des voix, proche de la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse, dont vous avez été la directrice de campagne en 2022. Vous êtes également vice-présidente de cette même région, chargée de la culture, du patrimoine et de la création. Mais avant de parler de culture, une première question un peu sur Taverny. Est-ce que vous pourriez, pour nos auditeurs, présenter cette ville ? Qu'est-ce que c'est Taverny ? Alors Taverny, c'est une ville de grande couronne, de 27 000 habitants, donc dans la banlieue nord-ouest de Paris, dans un département très attachant, le Val d'Oise, parce que c'est à la fois le plus jeune de France. Il y a des villes très urbaines et en même temps, on a tout l'ouest du département qui est rural, le Vexin du Val d'Oise. Et Taverny, c'est un peu une petite France. C'est-à-dire c'est très très grand. C'est très étendu, ça part de la forêt de Montmorency avec un hameau qui dépend de Taverny et qui est vraiment rural, à des zones urbaines et un vieux Taverny, d'autres parties de Taverny qui se sont développées à partir des années, au cours du XXe siècle. Et de l'autre côté de l'autoroute, vous avez encore une zone d'activité. Donc c'est très très grand. Il y a aussi une base militaire et qui est assez célèbre, une base aérienne. Donc il y a toutes les réalités sociales. Et c'est ça que j'aime bien, c'est cette mixité. Comment vous avez découvert cette ville ? Est-ce que ça fait longtemps que vous y vivez, longtemps que vous y êtes ? Alors j'y habite depuis 2008, mais en réalité quand j'étais enfant, mes parents m'emmenaient déjà au cinéma de Taverny. C'était le petit cinéma du secteur, ils habitaient à Hermont. Et j'avais mes cours de piano à Taverny. Ah oui, donc c'était déjà une histoire qui commençait bien avant. Exactement. Avec votre mère. Et peut-être donc à l'âge de 5 ans. Ah oui, donc ça fait vraiment longtemps. Et justement, il y a peut-être une question. Est-ce que les défis aujourd'hui, ils ont changé depuis que vous êtes maire, depuis 2014 ? Est-ce que ça évolue ou en fait pas tant que ça ? Oui, alors, ce qui n'a pas évolué, c'est notre projet de départ. C'était un projet autour de la dignité humaine, parce qu'il y avait des quartiers dans un état assez lamentable, de faire de la culture une priorité et de réfléchir à l'aménagement du territoire. Donc ça, c'est un fil directeur que nous déroulons, que nous suivons, que nous dénouons et là-dessus, il y a une continuité. En réalité, le changement est lié aux contraintes budgétaires. Je fais partie de la génération de maires élus en 2014, qui a été une génération qui a été terriblement ponctionnée fiscalement et budgétairement par l'État. Ce qui rend les choses quand même très difficiles, parce qu'une ville n'est pas créatrice de richesse ou très à la marge. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et peut-être aussi ce qui a changé, c'est avec le développement des réseaux sociaux, avec le Covid aussi, qui a modifié les comportements, un rapport à la chose publique qui parfois est un peu dérangeant, où il y a une demande permanente d'assistance de la part des pouvoirs publics et parfois aussi une exigence de consommateur plutôt que d'usager. C'est pas grave. Ça ne veut pas dire que le job n'est pas super, mais en tous les cas, il faut tenir compte de ces réalités-là. Et ça se traduit aussi par une certaine violence, des choses comme ça ? C'est des choses que vous ressentez ou pas vraiment ? Alors, c'est des choses que j'ai vécues, qui font partie des dérives de la société actuelle. Mais moi, je ne me plains absolument pas, en revanche, de la qualité de mon mandat, et en tous les cas, de la fonction que j'exerce. Je trouve que je suis une privilégiée de pouvoir exercer une profession, parce que c'est vraiment devenu une profession en réalité d'être élu local, c'est vraiment du non-stop, mais je considère que je suis privilégiée de pouvoir être utile, de pouvoir travailler en équipe et de pouvoir encore créer. C'est déjà pas mal, et que chaque jour soit différent de l'autre, donc je ne me plains absolument pas. Et il y a peut-être, vous nous avez parlé, vous êtes donc en banlieue parisienne, il y a une question qui vient assez rapidement, je trouve, c'est comment on se construit par rapport à Paris ? Alors vous êtes à une vingtaine de kilomètres si je ne me trompe pas, mais il y a les transports qui vous amènent. Comment on se construit par rapport à ça, par rapport à un géant comme ça, une ville aussi grande ? Alors déjà, moi je pars du principe que rien n'est trop beau pour Taverny et rien n'est assez ambitieux pour émanciper intellectuellement et culturellement les habitants de ma commune, et notamment les plus jeunes. Donc Paris peut être une inspiration, Paris peut être un soutien.
On fait beaucoup d'allées vers, notamment les musées ou des grands événements. Et Paris est aussi une manière pour nous de repenser les transports et d'être actifs par rapport à ça. Mais l'objectif aussi de ma mandature a été que tout soit accessible à maximum 15 minutes à pied, quel que soit le quartier où l'on vit. Et qu'il n'y ait pas besoin non plus de se déplacer dans la capitale pour avoir un spectacle au théâtre de qualité, pour avoir des concerts de qualité, pour avoir un enseignement de qualité et pour avoir un cadre de vie extrêmement agréable. Et je vous dirais qu'en plus, je pense que ma ville est beaucoup mieux gérée et beaucoup plus propre que celle de Madame Hidalgo. Et c'est quelque chose qui est compliqué ou pas justement de faire venir et du coup de rester et aussi d'amener tout ce patrimoine culturel, pas ce patrimoine, mais en tout cas cette festivité, ces festivals culturels? Non, parce que en fait, quand vous portez vraiment avec conviction et passion un projet, les gens viennent. Donc, et parfois aussi, la frilosité aujourd'hui fait que finalement, on n'est pas si nombreux que ça à vouloir le faire. Et parfois, je me disais, bon, je vais tenter, mais ce sera jamais à Taverny. Et en réalité, ça a été à Taverny parce qu'on a été les seuls à postuler. Vous pensez que c'est lié à quoi, ça? Je pense qu'il y a une lassitude quand même, de manière globale dans notre société. Et c'est dommage parce que, voilà, tout est possible. Et j'imagine aussi, c'est parce que pour vous aussi, la culture, c'est une priorité. Est-ce que ça, même dans votre bord politique, c'est quelque chose qui est assez entendu ou en fait non. pas assez? Non, pas non, assez dans mon parti, Ouais. c'est même lamentablement inaudible. Alors, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu chez Valérie Pécresse. Quand je me suis engagée auprès d'elle en 2015, je venais d'être élue maire. Moi, le conseil régional comme ça me parlait pas des masses. Et quand elle m'a contactée, ce qui m'a plu, c'est qu'elle m'a dit « je vais augmenter le budget de la culture ». Et c'était la première fois que j'entendais aussi une responsable politique de droite avoir un discours très fort sur la culture. Et là-dessus, on s'est complètement rejointes. Et non, hélas, mais pas que à droite. Je dirais à gauche, c'est pas mieux. À gauche, on ne parle pas de culture. On parlait de culture dans les années 80. On parle plus de culture. Et même localement, moi, je suis la seule dans ma ville à parler de culture. Je parle au niveau de la politique publique. Donc aujourd'hui, c'est plus une question, hélas, simplement de clivage politique. Ça dépend beaucoup des personnalités des élus et de ce à quoi ils sont attachés, quelles sont leurs convictions profondes. Parce que oui, pour vous, pourquoi c'est une priorité la culture justement? Et déjà, moi, quand j'étais enfant, je me suis rendu compte à quel point ça avait pu me sauver, littéralement, de lire, de faire du piano. Et quand j'ai eu des périodes petites où j'ai eu quelques difficultés pour me sentir correctement intégrée à l'école. Voilà, c'était un peu compliqué. L'expression musicale, le fait d'avoir ce rapport-là à mon instrument, le fait de m'évader par des livres m'a littéralement a été un soutien extraordinaire. Et je me suis toujours dit ce que ça a pu m'apporter, je veux pouvoir le rendre. Et quel que soit le milieu social, quelles que soient les difficultés que peuvent rencontrer les parents aussi, puisque à Taverny, nous finançons les instruments de musique pour les enfants qui sont en classe instrumentale. Et je sais à quel point c'est important. C'est aussi que dans une société où il y a une immédiateté permanente et qui est liée aussi à l'écran, au smartphone, au zapping, et là, ça influence beaucoup trop tôt des réseaux sociaux, etc. C'est très important d'émanciper et d'émanciper intelligemment avec les outils de la réflexion et avec les outils aussi de l'exigence, de l'excellence. Et la culture apporte ça. Et aussi de pouvoir développer l'empathie. La violence, ça se combat aussi par le fait de privilégier l'empathie. Et l'empathie, ça se développe par la capacité aussi à exprimer des choses à travers des sentiments. Et la musique ou le théâtre ou le cinéma ou les arts visuels, ça permet tout ça. Ça crée du lien, c'est ça? Ça crée du lien, ça vous rend digne, ça donne un sens à votre vie et ça permet aussi de trouver parfois un échappatoire. Et alors, justement, il y a peut-être aussi, notamment à droite, on entend parfois, mais pas que, effectivement, des priorisations sur l'aspect culturel. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, avec ça, avec ce chose de dire, par exemple, la littérature, une certaine littérature va valoir plus que d'autres littératures, une musique va valoir plus que l'autre? Les critères, c'est souvent subjectif. Après, honnêtement, il y a des choses, oui, qui sont mal écrites. C'est pas honteux de dire ça. Il y a des films qui sont ratés, il y a des pièces de théâtre que je trouve nulles. Bon, hiérarchiser, c'est pas honteux. Alors après, évidemment, faut pas censurer, faut laisser la liberté créative exister, mais tout ne se vaut pas.
Et c'est important de le dire, et c'est important de le dire aussi aux jeunes. C'est de dire, voilà, c'est pas parce qu'on fait par exemple du piano qu'on va tous être Chopin ou qu'on va tous devenir un Evgueni Kissine. Mais c'est pas pour autant que c'est pas utile, et c'est pas pour autant qu'on n'a pas sa place avec son piano. Donc, mais tout ne se vaut pas, et c'est important que tout ne se vaille pas. Alors justement, vous êtes vice-présidente au niveau chargée de la culture, au niveau de l'Île-de-France. Comment on priorise justement par rapport à ça? Est-ce que c'est une raison de plutôt en fonction des projets, ou il y a quand même un choix par rapport à ça, par rapport à des formes d'art que vous allez privilégier par rapport à d'autres sur le financement? Ou même plus globalement sur les soutiens? Alors, déjà, je prends l'exemple du cinéma. On est le premier financeur public en dehors de l'État du cinéma français et de l'audiovisuel, enfin, et des séries et des documentaires. On a un collège avec des professionnels et des élus. Donc déjà, il y a un œil qui est exercé collégialement et c'est pas le fait du prince. Et après une sélection faite aussi par nos services qui bossent très très bien, on s'ingénie aussi à respecter les différentes formes créatives, à ne pas exercer de censure. On est aussi très vigilante avec Valérie Pécresse de respecter aussi la répartition des projets, de la diffusion, qu'il n'y ait plus de fracture territoriale. Quand je suis devenue vice-présidente culture, et même avant à la région, on était dans une région très très fracturée, qui l'est encore, mais où, par exemple, en Grande Couronne, il n'y avait aucun investissement. Et on s'est vraiment employé à rééquilibrer cette disparité insupportable qui crée aussi un sentiment d'indignité, un sentiment même d'être méprisé par beaucoup de nos concitoyens. Et en zone rurale, par exemple, on fait des opérations de théâtre en zone rurale. On a des opérations aussi de grand équipement. On a le château de Villarceau dans le Vexin qu'on restaure et qui va devenir une villa Médicis. On a mis 20 millions dans les réserves et la fabrique de l'art du Centre Pompidou à Massy, en Essonne. Et on a des organismes associés comme l'Orchestre national d'Île-de-France, que je préside, et qui est un orchestre qui est à la fois résident à la Philharmonie de Paris, mais qui en même temps va dans tous les secteurs de l'Île-de-France, dans les banlieues, dans les zones rurales, dans des étables, dans des gares et dans des salles de concert. Donc voilà, on est très très attaché à ce que la diffusion se fasse en luttant contre les fractures territoriales qui sont une sorte de ségrégation sociale. Et est-ce qu'il y a une lutte aussi par rapport aux fractures qu'il pourrait y avoir entre les âges des générations? Est-ce qu'on privilégie les jeunes ou plutôt les vieux? Comment ça se passe par rapport à ça? Non, mais non, c'est pas qu'on a privilégié, mais surtout on a donné sa part belle à la jeune création. Et avant, il n'y avait rien pour la jeune création et c'était assez agaçant d'entendre on va aller à Berlin, on va aller à Londres, on va aller même au Luxembourg, mais on va pas aller à Paris. Et Valérie Pécresse a créé un fonds qui s'appelle le fonds Forte, qui est pour les talents émergents, donc jusqu'à 30 ans. Et on va donner une bourse pour financer ou l'artiste ou sa compagnie sur un projet. Et ça a été extraordinaire. Donc on en a une 50aine qui sont valorisées chaque année. On restitue aussi le travail des artistes avec les 24 heures de la création au Fonds régional d'art contemporain et à l'Opéra Bastille. Et on promeut comme ça des jeunes créateurs en art visuel, en musique, en art de la scène, en tout ce qui est cinéma, etc. Et vraiment, ça donne des pépites incroyables qui maintenant se produisent dans les plus grandes salles, dans les beaux théâtres. Il y a un résultat déjà visible. Il y a un résultat qui est visible et c'est vrai que ça fait chaud au cœur. Et est-ce que, parce qu'on a souvent cette image de la culture qui peut être aussi, on va dire, traverser les clivages et en fait les dépasser, est-ce que vous avez ce sentiment-là, notamment en travaillant avec les mairies? Est-ce qu'il y a des mairies même qui peuvent être de gauche ou d'autres bords politiques qui ne sont pas le vôtre? Est-ce que vous avez l'impression que la culture dépasse ça ou en fait pas tant que ça? Alors là, je prendrai ma casquette de vice-présidente de l'Association des maires de France. Je disais, c'est vraiment une question de personne du maire. Je connais des maires de gauche qui en ont rien à cirer de la culture et idem pour des maires de droite. Donc c'est vraiment lié quand même à la personnalité du maire. Je donne deux exemples de deux bords différents. Outre le mien, David Lisnard, maire de Cannes et président de l'AMF, est très attaché aux questions culturelles, à l'éducation artistique et culturelle. Et mon collègue de Montpellier, qui est, je crois, socialiste, est très attaché aussi à la culture. Donc, ou mon collègue, la commission culture, Olivier Peverelli, qui est maire du Teil, et a fait de la culture aussi une de ses priorités. Bon,
Après, on n'a peut-être pas tous la même vision de la culture. Moi, je pense que, en effet, comme je vous le disais, tout ne se vaut pas et que l'excellence n'est pas un gros mot, que c'est pas de l'élitisme, mais que l'excellence, le dépassement de soi, le fait d'apprendre à se remettre en question à travers parfois aussi des échecs qui sont salutaires, c'est important. Et puis, la force aussi, parfois, pour lutter contre des stéréotypes ou des tendances obscurantistes, la force d'un film, la force d'un dessin. C'est incroyable. On a beaucoup travaillé avec Plantu sur vraiment la force du dessin, justement, pour avoir un message de paix, un message qui lutte aussi contre les racismes, les discriminations. Et la force des films, il y a le Festival du cinéma russe indépendant qui est présidé par Macha Merrill, qui vient à Paris et à Taverny. Et on se dit souvent avec Macha que ce qui est incroyable, c'est que la fiction est plus réelle que la Russie présentée par Vladimir Poutine. Oui, et donc, c'est grâce à la vision de cinéastes qui sont très mal vus par le régime actuel de Vladimir Poutine. Ça permet de vous donner une vision beaucoup moins fantasmée et beaucoup moins objet de propagande que celle qu'expose M. Poutine. Et avec cet exemple qui est intéressant sur le Festival des films russes, est-ce que, par exemple, pour votre population, de ceux qui habitent à Taverny, ils sont direct venus à ces événements-là ou il a fallu quand même venir les chercher ? Mais même de manière globale, il y a des tas de choses où je pensais que ce serait évident, ça ne l'était pas. Et ce qui est quelque chose de très important, c'est les enfants. Alors, pour deux raisons. Un, les enfants, c'est ceux qui vont traîner les parents quelque part. C'est-à-dire, si vous associez les enfants à un événement, du coup, les parents sont obligés de venir. Et je vous donne un exemple. Pour le Festival du cinéma russe indépendant, on avait projeté un film soviétique des années 60. Vous allez me dire, c'est quand même pas, a priori, le truc le plus attirant, on va dire, même si ça a beaucoup plu. Mais la première partie, c'était des musiques de films, justement, russes et soviétiques, qui étaient interprétées par un trio russe et anti-Poutine, je précise, mais qui étaient aussi interprétées par des enfants du conservatoire. Et du coup, les parents étaient dans la salle et sont restés pour le film soviétique. Voilà, donc ça, c'est une sorte de médiation culturelle. Ou quand tous les ans, on fait venir Franck Ferrand. Cette année, il est venu sur l'histoire de Notre-Dame de Paris. Et c'était entrecoupé à la fois de chants par la maîtrise du conservatoire. Et ça allait nous, ça va aller de Couperin jusqu'à Queen, hein, donc c'est très éclectique. L'ensemble orchestral du conservatoire et le madrigal, et c'était bondé, on a eu des bis. Hein. Donc c'était génial. Alors évidemment, il y a le talent de Franck Ferrand. Et puis après, je vous dirais aussi que ce qui est très important, c'est la médiation culturelle. C'est-à-dire souvent l'erreur, c'est de dire je vais avoir le plus bel équipement, mais derrière, vous n'avez pas de politique de médiation culturelle. Je vous donne un exemple. Je fais beaucoup de résidences artistiques et de résidences aussi pédagogiques, en fait. Et je fais venir Samuel Blumenfeld, qui est le grand historien du journal Le Monde sur le cinéma, qui est quelqu'un d'absolument remarquable. Et il y a deux façons de voir l'attractivité d'un cinéma. Soit vous vous dites la médiation culturelle, c'est par exemple, je vais projeter Julia comme Beckham ou À mort l'arbitre, et je vais inviter un club de foot et les gosses et les entraîneurs à venir voir le film. Ça, c'est ce que j'appelle la mauvaise médiation culturelle, qui hélas se pratique souvent, parce que quand vous allez faire ça, ça veut dire que le jour où il n'y a plus un film sur le foot, ils viennent pas. En réalité, nous, ce qu'on fait énormément avec les classes, avec les écoles, les collèges et les lycées, c'est faire venir des gens comme Samuel qui vont on va projeter des films, il va expliquer pourquoi ce film a telle ou telle puissance, en fait, a tel ou tel rôle important dans l'histoire, dans la société ou même dans l'histoire du cinéma. Donc on avait fait ça par exemple avec Le pianiste de Polanski, avec West Side Story, on a fait aussi Citizen Kane, parce qu'il y a vraiment eu dans le cinéma avant, après Citizen Kane. Là je voudrais qu'ils viennent parler du dernier Métro de Truffaut, avec la mise en abîme de l'histoire personnelle juive de Truffaut via son véritable père et ce qui se passe dans le dernier Métro. On l'a fait venir aussi sur Édouard en main d'argent de Tim Burton et La Belle et la Bête de Cocteau, parce qu'on a un petit festival du cinéma, donc le thème c'était le conte au cinéma. Et en fait, voilà, à travers tout ça, on fait de l'explication, on fait de l'analyse de films, on tisse le lien, et on fait ça toute l'année. Comme aussi on a une microphonie, et la microphonie, ça permet par exemple d'avoir de l'histoire de l'art, puis une partie artisanale, Fab Lab et tout, mais de l'histoire de l'art dispensée par une historienne de l'art. Mais ce qu'on fait aussi régulièrement, c'est qu'on propose aux écoles qu'un thème du programme se traduise aussi par une projection, enfin une exposition à la microphonie.
je sais pas comment, par exemple, on va avoir quelque chose sur le surréalisme. On pourrait très bien à la fois projeter Spellbound, en français, La maison du docteur Edwards d'Hitchcock, qui a à un moment un rêve de Dali qui vient dès qu'il y a Grégory Peck a un rêve et en fait le rêve a été peint par Dali pour Hitchcock. Et on va faire aussi le surréalisme, on va faire, je sais pas moi, Breton, ils vont faire ça au collège ou au lycée. Et en même temps, à la microfolie, on va faire quelque chose autour de Dali, autour, vous voyez, toujours un lien de corrélation. Donc, trouver toujours des passerelles. Ça, c'est hyper important. On fait une semaine de l'art contemporain, mais après, on les emmène au Palais de Tokyo. La Pompidou est fermée. Vous voyez, on essaye de trouver des passerelles en permanence. Ouais, de créer du lien aussi, des cohérences entre justement le programme scolaire et ce qui se passe aussi dans la vie. Oui, et puis créer aussi des liens entre les différentes disciplines artistiques et les institutions culturelles de la ville. Le théâtre, la médiathèque, le conservatoire, la microfolie, etc. Pour revenir un peu sur la région, parce que c'est intéressant, il se passe plein de choses, il y a aussi quand même cette grosse baisse du budget au niveau de la culture. Qui est aussi liée à sur la région. Sur la région En tout cas, globalement. Ah oui. Il y a eu quand même une baisse qui n'impacte pas la région. Vous parlez de quelle région ? La région Île-de-France. Non. Alors, la région Île-de-France, enfin toutes les régions ont connu une baisse des dotations de l'État absolument dramatique, mais comme l'ont connu les villes, les départements, etc. Sur la région Île-de-France, nous continuons à avoir un budget qui est, j'allais dire, l'annexe culturelle stricto sensu est à 85 millions. Mais en fait, j'ai beaucoup d'éléments en culture qui sont dans le budget tourisme, qui sont dans la base, qui est une application créée par Valérie Pécresse pour les lycéens, où vous pouvez aller justement à des spectacles, où vous pouvez aller à des expositions, ou acheter des livres aussi, notamment dans les librairies indépendantes. Donc je vous dirais qu'en réalité, une fois que je cumule tout ça, aussi le budget patrimoine, je suis à 100 millions d'euros. Ouais, donc ça, ok. Non, c'est très très important. Ça reste important. Et par exemple, sur le cinéma et l'audiovisuel, on a eu une petite baisse, mais on est passé de 16 millions à 15 millions, et on reste le premier budget en termes de, je crois, pour les régions, en termes de cinéma. Donc, on est comme tout le monde impacté par la baisse. On est impacté par des exigences complètement folles de l'État qui, plutôt que de gérer sa dette, ponctionne dans les collectivités. Mais ça reste quand même un budget de la culture extrêmement confortable. Et est-ce que c'est un budget de la culture que vous arrivez à gérer par rapport à Paris et le reste de l'Île-de-France ? Comment ça se passe par rapport à ce rapport-là au niveau culturel ? Je vous le disais, on est très 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 vigilants. Est-ce que évidemment, il y a des tas de choses à Paris qu'on finance, ou des établissements prestigieux qu'on soutient, mais on est très très attentif à ce qu'il y ait une juste répartition avec les autres départements de petite et grande couronne. Voilà, pour avoir aussi justement de la culture qui se développe. Et peut-être une dernière question sur cette partie-là de la région. Vous l'avez peut-être déjà dit, mais est-ce que c'est toujours des initiatives des maires qui viennent, ou vous, parfois, vous venez aussi dans certaines villes dire, mais en fait, il y a ici quelque chose d'intéressant au niveau culturel, il faut développer ça ? Alors, nous, on vient parfois proposer aussi des choses. Alors, on parlait tout à l'heure, par exemple, du théâtre. L'Île-de-France fait le théâtre, qui est une opération de théâtre qu'on fait avec les Tréteaux de France, qui est une compagnie qui avait été fondée, je crois, par Robin Renucci, et qui va dans les îles de loisirs. Donc ça, c'est une proposition de la région dans les territoires. Là, avec la Comédie Française, on leur a demandé, sur une pièce de Marivaux, d'aller jouer en zone rurale. Là, je vais réaffecter des subventions pour des festivals ruraux. Quand le chapiteau, c'est un cirque a brûlé à Chanteloup, Valérie Pécresse est venue et a proposé de mettre la main au portefeuille. Quand il a fallu faire des réserves pour le Fonds régional d'art contemporain, elle s'est proposée pour Romainville, que ça se passe dans un département qui ne soit pas Paris, et qu'en même temps, on en profite pour faire de la création contemporaine. Donc non, il y a beaucoup d'initiatives qui viennent de notre part, et on vient aussi souvent faire la promotion de dispositifs qui sont très intéressants pour des maires qui n'ont pas forcément l'ingénierie et les moyens financiers et humains pour faire certaines choses, comme par exemple le label patrimoine d'intérêt régional. On labellise des endroits qui, dans une ville ou un village, sont révélateurs d'une histoire, d'un passé, ou de ce qui a été un trait d'union entre les habitants. Par exemple, pas très loin d'ici, j'ai labellisé un lave-sabot. On a déjà labellisé des gares qui étaient typiquement des gares du début XXe siècle en style anglo-normand. On a labellisé des halles à fromage, mais comme on a labellisé des églises, des châteaux. Et ça nous permet aussi d'ailleurs de contribuer financièrement à la restauration et la valorisation du patrimoine. Ce qui doit bien aider aussi les mairies qui justement veulent maintenir ce patrimoine. Complètement, et c'est très très difficile.
Et heureusement que la région est là parce qu'on aide puissamment le patrimoine. Parce que ce serait quoi vos attentes par rapport à l'État, justement? C'est juste qu'ils Déjà arrêtent de fonctionner? Non, pas seulement. Alors, sur la culture, moi j'attends qu'il y ait un président de la République qui s'y intéresse, ce qui n'est absolument pas le cas du locataire actuel. De manière globale, pour les collectivités, en France, l'autonomie des collectivités n'existe pas. C'est pas vrai. On est vassalisé. Quand vous faites un budget, puis qu'en cours d'année, vous apprenez qu'on va vous prendre 100 000 par-ci, que vous allez devoir financer des sommes que vous n'aviez jamais prévues, etc., c'est pas possible. Et que vous coulez lamentablement votre budget parce qu'en fait, on vous a demandé des choses qui n'étaient pas prévues parce que l'État ne les assume pas, vous n'allez pas me dire que ça, c'est une autonomie financière des collectivités locales. Donc, il faut qu'on arrive à un vrai acte de décentralisation, un vrai. Et pour ça, ça passe par une révision de l'article 72 de la Constitution, ça passe peut-être par une révision de la carte des territoires, mais il faut vraiment qu'on change ça. Et du coup, j'imagine que ça rend aussi ces élections municipales très importantes pour celles présidentielles qui arrivent en 2027. Alors, oui et non, parce que à part les très 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 grandes villes, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de changements. Même par rapport au sénatorial et par rapport aux grands électeurs que ça peut provoquer. Bon, après, Si, les parce Républicains que- ont une place importante au sein du Sénat, mais Oui, mais encore une fois, sur les grandes villes, il y a une attention qui va être très très grande ville, Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, voilà, il peut y avoir vraiment du changement, Bordeaux, Lille, bon. Mais dans les villes de taille moyenne ou plus petites, je pense pas sincèrement que les équilibres vont bouger. Et est-ce que cette stratégie justement de décentralisation, vous êtes aussi vice-présidente des Républicains, est-ce que vous avez l'impression que votre parti s'en saisit de cette rhétorique-là? Alors, certains, oui. Pour le coup, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, même David Lisnard, moi-même, on a nos convictions par rapport à cela. Je pense que c'est un sujet qui va venir sur la table. Bon, pour le moment, je ne sais pas trop quelle est la ligne du parti de manière globale sur des sujets hors sécurité, dette et immigration. Ça, vous le contestez, j'imagine, parce que vous avez parlé beaucoup de Je trouve culture. ça fortement dommageable, oui. Et vous l'entendez, j'imagine, chez vos électeurs ou chez les gens que vous rencontrez, le fait qu'il y ait cette attente Alors, aussi sur ces sujets? Oui et non. Mais vous savez, je pense qu'il y a une erreur de base, c'est de penser que on regarde les sondages, on regarde ce qui préoccupe les gens, et on fait de la politique par rapport à ça. C'est la question, est-ce qu'on fait une politique de l'offre ou une politique de la demande? Moi, je suis plutôt pour une politique de l'offre. Et je considère que les thématiques, on les impulse aussi chez les gens, mais que si tous les jours vous les matraquez de problèmes sécuritaires qui sont réels, hein, attention, je ne dis pas qu'il ne faille pas les résoudre, je ne vois pas comment il vous parlerait d'autre chose. Et c'est quoi pour vous les grands sujets en fait? Donc il y a la question sécuritaire, mais elle dépasse Alors, ça. C'est quoi la priorité? L'indépendance du pays, qui passe par la réduction de la dette, mais surtout par un grand choc économique, par de l'investissement, et je pense notamment tout ce qui est écologique et tout ce qui est militaire. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'avait fait Joe Biden avec son Green Deal et aussi avec ce qui avait été proposé par le budget américain en matière militaire. Moi, je pense que c'est les deux grands axes qu'il faut suivre aussi pour réindustrialiser le pays. Mais ça veut dire ne pas avoir des positions complètement obscurantistes sur les énergies renouvelables. Oui, et j'imagine toujours avec le nucléaire aussi, mais du coup d'avoir quelque chose qui s'allie entre les deux, entre le nucléaire et justement les énergies renouvelables. Oui, tout à fait. Alors, Ouais. moi, je suis une pro-nucléaire, mais pas du tout une anti-énergie renouvelable. Je trouve aussi stupide d'être contre le nucléaire qu'être contre les énergies renouvelables. Après, je dirais que la deuxième priorité, pour moi, c'est l'éducation et la culture, du coup. Quand vous parlez avec des pontes du secteur industriel, première chose dont ils vous parlent, c'est pas forcément les taxes, ce qui est un vrai problème, hein, mais les taxes, les charges, etc. Ils vous parlent de l'éducation parce qu'aujourd'hui, vous avez des gamins qui ne sont pas forcément intégrables au marché du travail. Parce qu'il y a un vrai problème de rapport à l'effort, et puis aussi de rapport concret le problème des études. Moi, je suis vraiment pour une société où on puisse promouvoir davantage l'alternance, par exemple. Donc, je suis pour une refonte totale de notre système éducatif, et ce serait pour moi l'archi-priorité, parce que je ne comprends pas comment on peut avoir une classe politique qui n'accentue pas son programme en pensant à ceux qui viennent. Et pour moi, l'archi-priorité, c'est l'éducation, c'est les grands axes économiques, mais aussi par rapport à l'emploi des jeunes et par rapport à ce qui va se passer avec l'IA, qui va être très très compliqué à absorber pour toute une génération. Et en plus, déjà, la génération sacrifie du Covid. La question de l'enfance dans ce pays est dans un état catastrophique. C'est dramatique ce qui se passe au niveau de l'enfance. Ce serait quoi les solutions pour justement contre ça? Déjà, il faut mettre le paquet sur l'aide sociale à l'enfance. Les départements n'ont plus les moyens. Déjà aussi parce qu'ils règlent des problèmes régaliens comme les mineurs isolés, pour ceux qui arrivent en situation irrégulière, ce qui
pompent une partie de leur budget, mais aussi parce que la protection sociale de l'enfance n'est pas au niveau. Il y a aussi une réflexion peut-être judiciaire à avoir. J'ai un établissement où sont placés des jeunes enfants. Vous avez parfois des gamins qui sont victimes d'archiviolences, voire d'inceste, et pourtant il n'y a pas d'échéance de l'autorité parentale. Donc il y a vraiment des questions, je vous assure, très profondes à se poser, où quand vous avez des gamins abîmés comme ça et que vous êtes éducateur, vous gagnez 1 600 € par mois. C'est vraiment... si on massacre l'enfance, il ne faut pas après avoir des discours lénifiants sur la sécurité, la délinquance des mineurs, etc. Le problème, encore une fois aussi, de l'émancipation culturelle, de l'émancipation sportive, etc. Donc vraiment mettre un gros paquet sur l'enfance et la jeunesse. Et puis la question du logement. La question du logement, elle est dramatique dans notre pays. Et la question de l'accession à la propriété. Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus être propriétaires. Et si vous n'êtes pas propriétaire, ça veut dire que vous ne transmettez rien. Et surtout que quand vous arrivez sur une fin de vie avec une longévité aujourd'hui réelle, vous n'avez pas les moyens de garantir financièrement votre fin de vie. Et la question de la propriété et la question de l'accès au logement à un logement digne, c'est une vraie question. Je vous dirais un dernier point, les transports. Parce que quand il y a eu tout le débat sur le fait qu'il fallait travailler, qu'on réduise les droits au chômage au bout d'un certain temps, c'est gentil, mais quand vous êtes dans un département où vous êtes à 1h30 d'un lieu de travail et que si vous voulez, en plus, qu'il n'y a plus de boulot, qu'il y a du chômage partout et que vous devez déménager, mais qu'en plus, vous ne pouvez pas vous loger, qu'il n'y a pas de transport et que vous ne pouvez même pas rembourser votre crédit, y a qu'à Faucon, ils sont gentils, hein, ils sont tous, ils vivent tous dans des super quartiers et je sais pas, mais la vraie vie c'est pas ça. Donc oui, il faut lutter contre le fait de pas travailler, de profiter des revenus d'assistance, etc. Mais parfois il y a des gens qui aimeraient bien travailler, mais c'est hyper compliqué. Donc pour ça, il faut développer davantage des transports dans ce pays et il faut avoir une politique du logement. Et on a l'impression que souvent à ce genre de discours, on répond ça coûte de l'argent, on n'a pas cet argent. Vous répondez quoi à ça ? Alors, il y a des investissements qui sont vertueux, hein. Plus vous avez de gens qui travaillent, plus vous avez des gens qui payent l'impôt sur le revenu aussi. Bon, et puis ça, c'est de l'investissement. Les transports, c'est de l'investissement. C'est primordial. Et une société qui travaille, c'est une société qui est productive. Et dans ce pays, à un moment, il ne va pas falloir qu'on mente trop aux gens. Soit vous ne faites une politique que de réduction de la dette. Il faut la réduire, la dette. Elle nous rend dépendants. En revanche, vous n'avez pas non plus cassé tous les services publics. Donc il y a un moment, une fois que vous avez restreint ce qui est possible, le gras, il y a trop de gras, il y a trop d'agences, il y a tout ce que vous voulez, mais honnêtement, ça ne suffira pas. Et moi, j'interpelle mes petits copains de droite. Quand ils disent que la politique de rigueur par la réduction de la dette, ça suffit, c'est pas vrai, c'est du mensonge. Donc si on veut compléter ça par autre chose que de l'austérité et de la casse du service public, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut travailler. Et travailler, c'est la question du temps légal de travail, c'est la question de l'âge de départ à la retraite. Et ça produit de la croissance, ça produit de la richesse et c'est un cercle vertueux. Est-ce que vous avez l'impression, il y en a beaucoup qui parlent de la mort de partis traditionnels comme le Parti socialiste ou les Républicains qui ont longtemps été les partis majeurs. Et pourtant, c'était des partis aussi où on avait une sorte de discussion interne très forte. Je ne sais pas si c'est encore le cas chez les Républicains, mais est-ce que vous avez l'impression que c'est encore possible de porter ces discours dans un mouvement avec plusieurs têtes, entre grosses guillemets, où en fait on est dans un air où il n'y a que des mouvements avec une personne à la tête qui montre une ligne et on suit ou... Écoutez, l'espoir fait vivre, hein, on ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut peut-être conclure. Mais je pense que c'est le rôle des médias. Qu'à un moment, il va falloir aussi qu'on passe à autre chose et qu'il faut ouvrir plus largement les débats, voir aussi des personnalités diverses qui permettent de proposer autre chose. Et pas non plus s'engouffrer tout le temps dans la même thématique. La classe politique aussi qu'on mérite. Hein. Les gens ne sont pas obligés de voter pour certains. Et de deux, on n'est pas obligé non plus de réduire le débat à des questions tout le temps à la recherche des petites phrases, des polémiques, de qui va trahir qui, etc. Alors c'est sûr que la médiocrité d'une partie de la classe politique a aussi contribué à ça. Mais on n'est pas obligé de s'y complaire. Donc c'est un travail collectif. On sait que vous avez toujours été contre l'extrême droite, contre toute alliance avec l'extrême droite. Et on sait qu'une partie de votre parti, justement, parfois a tendance à venir se rapprocher. Il y a des rumeurs d'alliance, des choses comme ça. S'ils ont envie de mourir plus vite, ils n'ont qu'à faire ça. C'est d'une stupidité sans nom. Évidemment, moralement, c'est inacceptable. Surtout, au bout d'un moment, je veux dire, la politique, c'est pas une addition de pourcentage dans les sondages. La politique, c'est défendre des convictions et avoir suffisamment de clarté, de franchise dans ses convictions pour séduire, plutôt que d'aller racoler ailleurs. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se faire bouffer.
Je veux dire, moi, je me mets à la place de M. Bardella et d'autres. Ils n'ont aucune raison d'aller faire des cadeaux à des gens qui ne leur servent à rien. Et c'est même pas par conviction, ou vous considérez que c'est même par conviction qu'en fait ils se rendent compte Moi, je pense qu'il y a une bonne part d'opportunisme. C'est de pouvoir avoir une place. Alors, non, il y a une part d'opportunisme et puis il y a une part aussi de radicalité dans le propos. Et je pense que de manière globale, notre société est en train de perdre tout bon sens. Et puis aussi, peut-être une déconnexion. Vous diriez que c'est qui vos plus grands opposants aujourd'hui, d'un point de vue en termes de parti ou de personnalité? Alors, je vous dirais quand même, l'allié absolu pour moi, c'est la France insoumise. Et pourquoi? Parce qu'ils sont hors du champ républicain. C'est des gens qui prônent la haine, la destruction même parfois de certains États, qui ont des propos racistes, réellement racistes, et qui sont extrêmement dangereux. Après... vous mettriez le Rassemblement national dans l'arc républicain ou pas? C'est une question qui est compliquée, mais alors je vais vous dire une chose. En sincérité, je considère aujourd'hui qu'ils sont dans l'arc républicain. Mais ça reste des adversaires que je combats vigoureusement et auxquels je n'apporterai jamais ma voix. Vous voyez, c'est des choses différentes. Parce que le piège dans lequel nous met la France insoumise, c'est qu'ils sont tellement répugnants dans leurs expressions et dans leurs convictions qu'on se dit, bon, ils sont tellement répugnants que les autres sont forcément meilleurs. Bah, c'est sûr qu'entre la peste et le choléra, de la France insoumise, c'est ce qu'il y a de pire, mais ça ne rend pas pour autant, pour moi, le Rassemblement national attractif. Et comment on combat justement, alors à la fois la France insoumise, mais aussi le Rassemblement national? C'est sur les idées? Tout simplement sur les idées, oui, bien sûr. Là, les votes délirants des députés RN au moment du budget, je vais vous donner un exemple. Ils ont voté quand même une baisse de plusieurs milliards de la dotation globale de fonctionnement pour les collectivités. Donc sur le coup, j'ai cru que c'était une blague du Gorafi. Je me suis dit pourquoi ils tapent sur les collectivités? Ils sont fous, c'est leur électorat. En plus, certaines villes et villages. Alors, j'ai quand même Monsieur Tanguy qui m'a dit, oui, mais parce que la DGF, c'est aussi parce qu'on est contre les régions, on veut la suppression des régions. À part que les régions ne touchent pas à la DGF. Donc voilà, ça c'est le Rassemblement national. C'est bourré de gens incompétents qui auraient... Ou ce que je vis au Conseil régional avec Marie-Caroline Le Pen. Et où était d'ailleurs aussi M. Bardella dans le groupe du RN, qui est contre l'art contemporain, qui est pour la censure des films quand le sujet ne leur plaît pas, qui voudrait qu'on ne finance que des films parlant de l'Île-de-France. Donc on n'aurait pas soutenu Monte Cristo, on n'aurait pas soutenu Emilia Pérez, on n'aurait pas soutenu Simone Veil. Enfin voilà, c'est ce niveau-là, le Rassemblement national. Mais ça, je veux bien parler de leurs idées. Oui, c'est une incohérence d'idées et c'est là-dessus que vous voulez les affronter. Bien sûr, il y a de quoi faire. Hein. Et sur la France insoumise, c'est la même stratégie? C'est pas une stratégie, la France insoumise, c'est une question de valeur aussi. Et c'est des gens qui ont un discours parfois qui flirte avec l'antisémitisme, qui flirte avec la haine de l'autre, qui flirte avec la racialisation de la vie politique, mais même aussi de la société. Donc c'est des gens qui sont profondément dangereux. Ils ont un côté totalement séparatiste par rapport à ce qu'on attend de la République. Donc... Là, ce qui s'est passé avec le malheureux garçon Quentin qui s'est fait lyncher et qui en est mort, et les réactions d'un cynisme et d'une froideur absolue d'une partie de ces gens-là, c'est répugnant. Mais alors, honte aux Verts. J'avais demandé pour le reste des partis. Ah bah oui, mais parce que les Verts, ils sont accoquinés avec la France insoumise dans un paquet d'endroits. Donc moi, j'interpelle aussi le Parti socialiste, et je l'avais fait une fois d'ailleurs avec M. Glucksmann, mais... C'est sympa de dire nous on veut plus de la France insoumise, mais quand ils sont alliés aux Verts, qui sont alliés avec la LFI, ils font comment? Et ils vous répondent quoi à ça? Ils répondent pas. Et... Le Vert est dans le fruit, mais en tous les cas, il est dans le Parti socialiste, et c'est un vrai sujet pour eux, je pense. Mais est-ce qu'il y a de la place à la négociation aussi, parce que justement, vous placez donc la France insoumise comme hors de l'arc républicain, le Rassemblement national pour une question d'incompétence et d'incohérence. Oui, comme et puis ils ont quand même aussi une partie de leur classe politique qui comporte encore des éléments racistes. Il faut dire aussi ce qu'il y a. C'est encore le parti de la flamme, quand même, pour ceux qui ont fait un peu d'histoire. Ils n'ont pas encore... Et puis il y a aussi... j'attends de voir s'ils feront une alliance avec M. Zemmour et Mme Knafo, qui ont une campagne extrêmement xénophobe lors de la dernière présidentielle. Oui, ça reste des idées que vous combattez. Farouchement. Et est-ce qu'il y a quand même la place? On a vu, il y a eu ce débat avec notamment ce qui s'est passé à l'Assemblée, mais avec des négociations avec les autres partis. Comment ça se passe par rapport à ça? Est-ce que vous considérez qu'il y a des partis avec lesquels vous voyez négocier et vous voyez pouvoir faire des alliances? Ou en fait, vous restez quand même parce qu'on n'a pas eu... Moi, je suis contre ce qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale. Je pense que le président de la République aurait dû démissionner au lendemain de la dissolution ratée, que le fait qu'il ne l'ait pas fait est un jeu de massacre pour les institutions de la Ve République, et qu'on aurait dû voter la censure à un budget qui est un budget de gauche, parce que
les gens ne comprennent plus quelle est notre boussole. Et pourtant, Dieu sait que je suis pour la stabilité des institutions de la Ve République, mais aujourd'hui, elles sont massacrées. Et l'absence de cohérence, l'absence de clarté dans les convictions, ça fait que les gens préfèrent voter pour les extrêmes. Eh bien, justement, le temps passe, le temps file. Je vous ai pris un peu plus de temps que prévu, donc merci beaucoup, Madame Portelli. Juste une dernière question quand même. Est-ce que vous pouvez juste nous dire, comme ça on finit sur Taverny, c'est quoi votre Taverny rêvé de demain, et même du présent ? Bon, ça commence quand même à être pas si mal que ça. Mais je vous dirais un Taverny où tout est relié par des coulées vertes entre les différents bois et la forêt de Montmorency. Merci beaucoup, Madame Portelli, Florence Portelli, pour votre temps accordé à Fréquence Merci Protestante et vos explications sur la situation à la fois de votre ville, mais aussi sur les enjeux au niveau national et régional, et notamment concernant la culture. Merci beaucoup. Merci. La Grâce matinale, spéciale élection municipale, l'interview politique.